Combien de temps pensez-vous que son corps mettra à refroidir après sa mort? Nous devons avoir le cercueil prêt pour ne pas perdre de temps. Cette phrase n'a pas été chuchotée dans un couloir d'hôpital ou dans une morgue. Elle a été prononcée par ma propre belle-fille, Isabelle, pendant qu'elle me nourrissait d'une soupe à peine tiède, regardant sa montre avec impatience, comme si chaque cuillerée était un gaspillage de son précieux temps. Vous êtes-vous déjà demandé quelle était votre valeur pour ceux à qui vous avez tout consacré? J'ai découvert mon prix, 3 appartements à Paris, une maison en Provence, et un compte bancaire à 6 chiffres que mes enfants dépensaient déjà en rêve alors que je respirais encore devant eux. Je m'appelle Marguerite Beaumont, j'ai 71 ans, et il y a 6 mois, j'ai subi un AVC qui a paralysé la moitié de mon corps. En un instant, je suis passée de matriarche respectée à un fardeau gênant. De mère aimée à un obstacle entre mes enfants et mon héritage. De personne à objet. Maman ne comprend plus rien, disait Antoine, mon fils aîné, pendant qu'il discutait avec sa sœur, Caroline, de la façon dont il se partagerait mes biens. Le médecin a dit qu'elle pourrait rester des années dans cet état végétatif. État végétatif. C'est ainsi qu'il définissait ma condition. Les légumes n'ont pas de sentiments. Les légumes n'ont pas de souvenirs. Les légumes n'écoutent pas leurs propres enfants planifier leur mort tout en faisant semblant de s'occuper d'eux. Nous pourrions la placer dans une institution. Ce serait plus humain, suggéra Caroline un matin, tout en fouillant dans mes bijoux, essayant mon collier de perles hérité de ma grand-mère. Le même collier que j'avais promis de laisser à ma petite fille aînée, pas à elle. Humain pour qui? Rétorqua Antoine. Tu as vu les prix de ces endroits? C'est un gouffre financier. En quelques années, il ne resterait plus rien de l'héritage. L'héritage. Il revenait toujours à ce point. Comme si ma vie n'était qu'un obstacle gênant entre eux et ce que j'avais construit pendant des décennies de travail en tant que professeur d'université à la Sorbonne. Le pire n'était pas les mots cruels. C'était le regard. Ce regard impatient quand je mettais du temps à avaler. Ce soupir irrité quand il devait me nettoyer. Cette vérification constante de la montre, comme s'il comptait les minutes qu'il devait encore supporter ma présence. Un soir, alors qu'il faisait semblant que je dormais, j'ai entendu le plan complet. Il vendrait d'abord l'appartement du Marais dès que je partirais. Ensuite, la maison en Provence serait transformée en hôtel-boutique. Ma collection d'art petite, mais précieuse avait déjà un acheteur intéressé, un ami d'Antoine qui était marchand d'art. Nous devrons avoir l'air triste, évidemment, instruisit Isabelle, ma belle-fille, en servant plus de vin à tout le monde dans le salon. Au moins pendant les funérailles et la lecture du testament. C'est cette nuit-là que j'ai pris ma décision. S'ils voulaient tant ma mort, je leur en donnerais une mais pas de la façon dont ils s'y attendaient. Le lendemain matin, quand l'infirmière Marie-Claire, la seule qui me traitait comme un être humain, est venue m'aider pour ma toilette, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis des semaines, j'ai parlé. Avec difficulté, articulant chaque syllabe comme si c'était une bataille, j'ai demandé. P.A., pire, et, sti, L.O. Ses yeux se sont écarquillés de surprise, puis se sont remplis de larmes de joie. Madame Beaumont. Vous parlez. C'est un miracle. Ce n'était pas un miracle. C'était de la colère. C'était de la détermination. C'était l'instinct de survie d'une femme qui avait affronté la guerre, un veuvage précoce, et la reconstruction d'une vie. Je ne mourrais pas comme une victime pathétique. Je me battrais. Non pas pour mes enfants ingrats, mais pour moi-même. Cet après-midi-là même, alors que tous étaient sortis pour régler leurs affaires importantes, que j'ai découvert plus tard être des visites à une agence de voyage pour planifier des vacances avec mon argent, j'ai dicté une lettre à Marie-Claire. Une lettre adressée à mon vieil ami et avocat, Pierre Lefebvre. Le plan avait commencé. Et aucun d'entre eux n'imaginait ce qui allait suivre. Pensez-vous que des enfants qui souhaitent la mort de leur propre mère méritent d'hériter d'elle? Attendez de voir ce que j'ai fait quand j'ai découvert que mes enfants comptaient les jours jusqu'à mes funérailles alors que je respirais encore devant eux. La vengeance d'une mère trahie n'est servie ni chaude ni froide, mais au moment exact où ils s'y attendent le moins.
Continuez à regarder pour découvrir comment j'ai transformé leurs expressions d'avidité en pure horreur. Madame Beaumont, concentrez-vous sur le mouvement. Un petit effort à la fois, m'instruisait le docteur Laurent, mon kinésithérapeute, lors de notre séance secrète. Oui, secrète. Pendant 3 mois, alors que mes enfants me croyaient résigné à l'invalidité, je faisais de la kinésithérapie intensive en cachette. Marie-Claire, mon infirmière et désormais ma complice, m'emmenait 3 fois par semaine au cabinet du docteur Laurent à l'arrière d'une clinique discrète à Montmartre, pendant que ma famille pensait que nous prenions simplement l'air, au parc. La douleur était atroce. Chaque tentative pour bouger mes doigts paralysés envoyait des vagues d'agonie à travers mon corps. Chaque effort pour soutenir mon propre poids faisait trembler mes genoux comme des feuilles au vent. Mais j'avais un carburant que le docteur Laurent n'avait jamais vu chez des patients de mon âge, la détermination féroce d'une mère trahie. Impressionnant, Madame Beaumont, commenta-t-il après que j'ai réussi à rester debout seul pendant presque 1 minute entière. Votre récupération est remarquable pour quelqu'un de votre âge et avec la gravité de votre AVC. Ce qu'il ne comprenait pas, c'est qu'il ne s'agissait pas seulement de récupération physique. Il s'agissait de retrouver ma dignité, mon autonomie, ma vie et oui, une certaine mesure de justice. Les séances étaient épuisantes. Chaque matin, avant le réveil d'Antoine et Caroline, je m'exerçais en silence dans ma chambre, à l'abri des regards indiscrets. Les larmes coulaient souvent sur mes joues tandis que je luttais contre mon corps rebelle, mais la pensée de leur visage lorsqu'ils découvriraient ma supercherie me donnait la force de continuer. Vous êtes une guerrière, Madame Beaumont, me disait souvent Marie-Claire en m'aidant à me rhabiller après une séance particulièrement difficile. Je n'ai jamais vu une telle volonté. Elle ne savait pas que chaque nuit, je revivais dans mes cauchemars les mots cruels de mes enfants. Combien coûte un cercueil simple ? Qu'est-ce qu'on fera des bijoux quand elle mourra ? Ces phrases étaient devenues mon mantra, ma source d'énergie dans les moments où mon corps voulait abandonner. Pendant ce temps, à la maison, je continuais mon numéro de légumes. Je laissais délibérément la nourriture couler du coin de ma bouche. Je gémissais de façon incohérente quand ils essayaient de me communiquer quelque chose. Je gardais un regard vague, comme si je ne reconnaissais pas mes propres enfants. Et j'observais. Chaque mot cruel. Chaque geste impatient. Chaque plan pour ce qu'il ferait quand je partirais enfin. Je pense que nous devrions commencer à visiter quelques maisons de repos, suggéra Caroline pendant le dîner, alors que Marie-Claire me nourrissait. Le médecin a dit qu'il n'y avait pas d'espoir d'amélioration. Franchement, nous ne pouvons pas continuer comme ça indéfiniment. Les maisons de repos coûtent cher, rétorqua Antoine. J'ai déjà parlé avec le docteur Moreau, et il a dit que nous pouvions engager des infirmières par roulement. Ce serait plus économique. Plus économique ? C'est de notre mère dont nous parlons, protesta Caroline, dans une rare démonstration de considération qui m'a presque émue jusqu'à ce qu'elle ajoute, en plus, si nous la plaçons en institution, nous pourrons louer son appartement. Cela compenserait les coûts et il en resterait même pour nous. Isabelle, qui manipulait distraitement son téléphone portable, leva les yeux avec un intérêt renouvelé. L'agent immobilier que j'ai contacté a dit que ce quartier est très valorisé. Nous pourrions demander un loyer très élevé. Pourquoi louer si nous pouvons vendre ? Questionna Antoine. Maman ne reviendra pas à la maison de toute façon. Marie-Claire serra discrètement ma main sous la table, un geste silencieux de soutien. Elle savait que chacun de ces mots était un coup de poignard dans mon cœur, mais aussi un carburant pour ma détermination. Le soir, seul dans ma chambre, le seul moment où il me laissait de l'intimité, ironiquement parce qu'il pensait que je n'en avais plus conscience, je pratiquais les exercices que le docteur Laurent m'avait enseignés. Bougeant lentement les doigts, puis la main, le bras. Essayant de stabiliser mes jambes. Me concentrant sur l'articulation des mots devant le petit miroir que Marie-Claire avait caché pour moi dans le tiroir de la table de chevet. Paris, ma ville bien-aimée, devenait mon allié dans cette renaissance clandestine. Les bruits familiers de la rue, les klaxons des taxis, les conversations animées des passants sous ma fenêtre, tout cela me rappelait que la vie continuait, vibrante et insistante, m'appelant à la rejoindre.
Je refusais de rester prisonnière de ce corps que mes enfants considéraient déjà comme un cadavre. Un jour, alors que Marie-Claire m'aidait à faire quelques pas dans ma chambre, la porte s'ouvrit brusquement. Nous nous figeâmes, terrifiés d'être découvertes. C'était la femme de ménage, Claudette, qui resta bouche bée devant le spectacle de la mourante debout sur ses jambes. « Mon Dieu !» s'exclama-t-elle, laissant tomber son plumeau de surprise. « Claudette, dit Marie-Claire d'une voix calme mais ferme, ce que vous voyez doit rester entre nous. C'est une question de vie ou de mort. » Après un moment de confusion, un sourire complice se dessina sur le visage de Claudette. « Ah, je comprends, dit-elle avec un clin d'œil. Les enfants ne savent pas, n'est-ce pas? Bien fait pour eux, ces ingrats. J'avais désormais une alliée de plus dans ma petite armée de résistance. Pendant ce temps, la deuxième partie de mon plan avançait grâce à Pierre Lefebvre, mon avocat. Vieil ami de la famille et le seul, avec Marie-Claire, à connaître ma résurrection progressive. Tout est arrangé selon vos instructions, Marguerite, confirma-t-il lors d'une visite, parlant doucement tout en faisant semblant d'examiner d'anciens documents pour l'inévitable succession. Les nouveaux papiers sont prêts. Combien de temps encore comptez-vous poursuivre cette mise en scène? Jusqu'à l'anniversaire d'Antoine, répondis-je avec difficulté, mais avec une clarté croissante. Dans 3 semaines. Ce sera mon cadeau pour lui. Pierre sourit avec cette lueur espiègle qu'il conservait depuis notre jeunesse. Un cadeau qu'il n'oubliera jamais, certainement. Dans les couloirs de la banque où j'avais été cliente fidèle pendant 4 décennies, des mouvements financiers discrets mais significatifs s'opéraient. Des comptes étaient vidés, des titres vendus, des propriétés liquidées, le tout avec une discrétion absolue que seul un avocat comme Pierre pouvait orchestrer. Chaque euro avait une destination précise, méticuleusement planifiée pendant mes longues heures d'immobilité forcée. Les documents de la fondation sont presque finalisés, m'informa Pierre lors d'une de ses visites. Tout sera légalement blindé. Ils ne pourront rien contester. Je hochai la tête, satisfaite. La fondation, mon héritage véritable, prenait forme, loin des yeux avides de mes enfants. Durant les 3 semaines suivantes, j'intensifiai mes efforts de récupération. Le docteur Laurent était perplexe face à mes progrès. Si tous mes patients avaient votre détermination, Madame Beaumont, je me retrouverais sans travail. Ce que personne ne savait, à l'exception de Marie-Claire et Pierre, c'est que je pouvais désormais me tenir debout seule. Je pouvais faire quelques pas hésitants en m'appuyant contre les murs. Je pouvais parler en phrases complètes, bien qu'avec une certaine difficulté. C'était une récupération partielle. Par un miracle, le côté gauche de mon corps ne retrouverait probablement jamais toute sa force, mais c'était suffisant pour ce que je planifiais. Le grand jour arriva, l'anniversaire des 45 ans d'Antoine. La maison était pleine, non par égard pour moi, mais parce que mon fils aimait étaler son succès devant ses amis et collègues. Je fus laissé dans le salon, dans mon fauteuil roulant, comme une pièce décorative gênante qu'il ne pouvait pas complètement cacher aux invités. Pauvre femme, entendis-je une femme commenter avec une fausse compassion. Comme c'est triste de voir quelqu'un réduit à cet état. C'est la mère d'Antoine, expliqua une autre. Elle a eu un AVC. On dit qu'elle ne reconnaît plus personne. Si elle savait que chaque mot était enregistré, chaque regard de pitié était noté, chaque commentaire condescendant était archivé dans ma mémoire parfaitement fonctionnelle. L'appartement parisien, normalement si spacieux, semblait ce soir-là étouffant sous le poids des mensonges et des hypocrisies. Les lustres en cristal que j'avais choisis avec tant de soin projetaient une lumière froide sur ces visages inconnus qui discutaient de leurs vacances aux Seychelles et de leur nouvelle voiture, ignorant complètement la vieille dame dans son coin. Antoine est si courageux, entendis-je une femme murmurer à une autre. S'occuper de sa mère dans cet état, je ne sais pas si j'en serais capable. Heureusement qu'elle a une bonne assurance et des économies, répondit l'autre avec un petit rire. Ça aide à supporter le fardeau, si tu vois ce que je veux dire. Leurs rires artificiels me donnèrent la nausée. Mais l'heure approchait. Le moment que j'avais choisi fut pendant le toast.
Quand tous levèrent leurs verres pour célébrer Antoine, le fils dévoué qui s'occupait abnégation de sa mère malade, un mensonge si grand qu'il me donna presque envie de rire. Marie-Claire avait stratégiquement positionné mon fauteuil roulant près de la table principale. Pierre était présent, en tant que vieil ami de la famille, son visage sérieux dissimulant l'anticipation de ce qui allait suivre. À Antoine, proposa Caroline, levant son verre. Le meilleur frère et fils que l'on puisse avoir. C'est à ce moment que je me levai. Lentement, avec un effort visible mais une détermination inébranlable, je me dressai de mon fauteuil roulant en m'appuyant sur la table. Le silence qui suivit fut absolu, comme si quelqu'un avait aspiré tout l'air de la pièce. À la vérité, prononçai-je clairement, ma voix rauque par le manque d'usage, mais parfaitement audible dans le silence choqué. Le verre qu'Isabelle tenait tomba et se brisa sur le sol. Le visage d'Antoine pâlit comme s'il avait vu un fantôme. D'une certaine façon, c'était le cas. « Maman » balbutia Caroline, les yeux écarquillés d'horreur. « Tu peux parler ? Tu peux te lever ? » ?»« Je peux, » répondis-je calmement. « Et je peux aussi entendre. Tout. Depuis des mois. » Le chaos qui suivit fut digne d'un film. Isabelle tenta une explication incohérente sur comment elle avait toujours cru en ma récupération. Antoine insista sur le fait que tout ce qu'ils avaient fait était en pensant à mon bien-être. Caroline se mit à pleurer, affirmant que j'avais tout mal compris. Mais je n'avais pas mal compris. J'avais parfaitement compris. Pierre, appelai-je mon avocat, qui s'approcha promptement avec un dossier. Je pense qu'il est temps. D'une main tremblante mais d'une voix ferme, j'annonçai à tous les présents. Je viens de vendre tous mes biens immobiliers. L'argent a été transféré à une fondation qui aide les personnes âgées abandonnées par leur famille. Mes investissements ont été réaffectés. Cet appartement où nous sommes maintenant est le seul que j'ai gardé, et encore, seulement temporairement. Les visages d'Antoine et Caroline perdirent complètement leur couleur. Isabelle dut s'asseoir. Vous avez planifié ma mort, continuai-je, sentant une force qui ne venait pas des muscles récupérés, mais de la vérité enfin prononcée. Maintenant, vous pouvez planifier vos vies sans compter sur l'argent d'une vieille en état végétatif. Point. Le silence qui suivit était assourdissant. Les invités, figés dans une immobilité collective, ne savaient plus où regarder ni quoi dire. Certains fixaient leurs chaussures, d'autres contemplaient avec une fascination soudaine les tableaux accrochés au mur. Personne n'osait croiser mon regard, ce regard qu'ils avaient tous cru éteint à jamais. Antoine fut le premier à retrouver sa voix. « Maman, tu ne peux pas faire ça, » dit-il, son ton oscillant entre l'incrédulité et la panique. « C'est notre héritage familial. Papa aurait voulu. » « Ne parle pas de ton père, » l'interrompis-je, ma voix plus forte maintenant, alimentée par une indignation sacrée. « Maurice n'aurait jamais supporté de voir ce que vous êtes devenu. Il se serait retourné dans sa tombe en entendant vos plans pour son épouse malade. » Caroline s'approcha, les yeux rouges, les mains tendues dans un geste suppliant. « Maman, nous étions bouleversés, désespérés. Les médecins avaient dit que tu ne te remettrais jamais. Nous étions en deuil, nous. » « En deuil, » répétai-je avec une ironie mordante. « Est-ce que le deuil inclut de choisir quel bijou tu porteras à mon enterrement ? Est-ce que le deuil comprend la planification de vacances aux Maldives avec l'argent de ma vente immobilière ?» Isabelle, qui s'était tenue en retrait jusque-là, intervint avec une audace surprenante. « C'est ridicule, » cracha-t-elle. « Vous ne pouvez pas nous priver de notre dû simplement parce que vous avez mal interprété quelques conversations privées. Nous avons des droits. » Pierre s'avança alors, son élégance habituelle remplacée par une autorité professionnelle glaciale. « En fait, madame, dit-il à Isabelle, légalement, madame Beaumont peut faire exactement ce qu'elle vient de faire. Ces biens lui appartiennent, et elle est parfaitement compétente pour prendre des décisions concernant leurs dispositions comme le confirmeront 3 évaluations psychiatriques indépendantes que nous avons obtenues. » Les invités commencèrent à s'éclipser discrètement, murmurant des excuses embarrassées. La fête d'anniversaire somptueuse s'était transformée en un désastre social dont on parlerait dans les dîners parisiens pendant des mois.
Ce soir-là, quand tous les invités furent partis beaucoup choqués, certains secrètement admiratifs, je restai seule avec Marie-Claire, qui m'aida à retourner au lit. L'effort avait été immense, et mon corps en payait le prix après cette exposition prolongée. Cela en valait-il la peine, madame, demanda-t-elle gentiment, arrangeant mes oreillers. Je regardai par la fenêtre, les lumières de Paris qui scintillaient dans la nuit, et souris. Chaque seconde, Marie-Claire. Chaque seconde. Mais cette nuit n'était que le début. Ce qu'aucun d'entre eux ne savait, c'est que ma vengeance ne faisait que commencer. On dit que la vengeance est un plat qui se mange froid. Je ne suis pas d'accord. La vraie vengeance se sert en portions soigneusement calculées, à la température exacte pour causer l'impact maximum. Le lendemain matin de la fête d'anniversaire d'Antoine ou le jour de la résurrection, comme Marie-Claire avait commencé à l'appeler, mes enfants apparurent à l'appartement avec des expressions qui oscillaient entre le repentir forcé et la panique mal dissimulée. « Maman » commença Antoine, utilisant le ton condescendant qu'il réservait aux enfants et aux personnes âgées, « nous devons parler d'hier. » « Tu as tout mal compris. »« Complètement mal compris » répéta Caroline, les yeux rouges de larmes calculées. « Nous discutions simplement des options pour mieux nous occuper de toi. » C'était un terrible malentendu. Je m'assis dans le fauteuil près de la fenêtre, non plus dans le fauteuil roulant, qui avait été discrètement enlevé par Marie-Claire, et j'observais mes enfants comme on observe de mauvais acteurs dans une pièce prévisible. « Un malentendu » répétai-je calmement. « Combien de temps son corps mettra-t-il à refroidir? As-tu vu les prix des cercueils? Que ferons-nous de ces bijoux quand elle mourra? Était-ce aussi des malentendus? » Isabelle couvrit sa bouche de sa main, horrifiée de réaliser que j'avais entendu chacune de ces phrases cruelles. C'était notre façon de gérer le deuil anticipé, tenta d'expliquer Antoine, de plus en plus désespéré. Le médecin avait dit que tu ne te rétablirais pas, que ce n'était qu'une question de temps, nous étions simplement en train de nous préparer émotionnellement. En train de vous préparer à dépenser mon argent, corrigeai-je, sans changer de ton. À partager mes biens. À effacer mon existence alors que je respirais encore devant vous. Caroline s'agenouilla à côté de moi, prenant mes mains. Un geste qui m'aurait ému quelques mois auparavant, mais que je reconnaissais maintenant pour ce qu'il était, de la manipulation. « Maman, s'il te plaît, supplia-t-elle. Nous sommes ta famille. Ta seule famille. Tu ne peux pas simplement nous déshériter comme ça. » Je ne vous ai pas déshérité, répondis-je avec un petit sourire. Pas encore. L'espoir brilla momentanément dans leurs yeux. Le même espoir cupide qu'ils avaient nourri en me regardant dépérir. J'ai une proposition, continuai-je. Une opportunité de rédemption, disons. Pierre m'avait déconseillé ce que j'étais sur le point de faire. Marguerite, vous ne leur devez rien, avait-il argumenté. Ils ont montré qui ils étaient vraiment. Mais il y a quelque chose dans le cœur d'une mère, même une mère trahie, qui cherche encore à croire en ses enfants. Une dernière chance, pas pour eux, mais pour moi-même. Pour ne pas porter le regret de ne pas avoir tout essayé. À partir d'aujourd'hui, expliquai-je, vous aurez l'opportunité de prouver que vous vous souciez de moi, pas de mon argent. Pendant 1 an, Antoine et Caroline viendront me rendre visite. Non pas pour s'occuper de moi, j'ai Marie-Claire pour cela, mais simplement pour être avec moi. Sans parler d'argent, d'héritage, de propriété ou de biens. Juste comme des enfants rendant visite à leur mère. 1 an, répéta Antoine, calculant visiblement l'investissement en temps. 1 an, confirmai-je. 3 visites hebdomadaires, d'au moins 2 heures chacune. Sans absence injustifiée. Sans envoyer des assistants ou des conjoints à votre place. Et après cette année, demanda Caroline, à l'endroit au point qui lui importait vraiment. Après cette année, si vous respectez l'accord, je partagerai la moitié de mes biens entre vous. Je ne mentionnais pas que l'autre moitié était déjà irrévocablement destinée à la fondation pour personnes âgées. Ni que la moitié dont je parlais était significativement plus petite que ce qu'ils imaginaient, après les mouvements financiers que Pierre avait exécutés pour moi. Ils acceptèrent, bien sûr. Que pouvaient-ils faire d'autre? C'était ça ou rien.
Les premières visites furent tendues, artificielles. Antoine consultait sa montre toutes les 5 minutes. Caroline forçait des sourires tandis que ses yeux erraient dans la pièce, évaluant probablement ce qui pourrait encore lui appartenir un jour. Isabelle apparaissait rarement, prétextant des engagements incontournables. Mais au fil des semaines, quelque chose d'inattendu commença à se produire. Antoine, toujours pressé, arriva un jour avec un échiquier-jeu auquel nous jouions quand il était enfant. « J'ai pensé que peut-être, tu aimerais jouer, proposa-t-il, sans me regarder directement. Pour exercer ton esprit. » Caroline apporta de vieux albums photos qu'elle avait trouvés dans le grenier de sa maison. « Regarde, maman, tu te souviens de ce voyage en Normandie ? Tu étais magnifique dans cette robe bleue. » Progressivement, les visites obligatoires commencèrent à avoir des moments authentiques. Bref, sporadiques, mais réels. Antoine me raconta des problèmes au travail qu'il n'avait jamais partagés auparavant. Caroline admit que son mariage était en crise. C'était comme des fissures dans le masque qu'ils avaient porté pendant si longtemps qu'ils avaient peut-être oublié ce qu'il y avait derrière. Pendant ce temps, ma récupération progressait. Je pouvais déjà marcher dans la maison avec l'aide d'une canne. Ma parole s'améliorait constamment, bien que je trébuchais encore sur des mots plus complexes. Le docteur Laurent était optimiste, parlant même de courtes sorties hors de la maison. Ce fut lors d'une de ces visites obligatoires, 6 mois après le début de notre accord, qu'Antoine arriva visiblement troublé. « J'ai perdu mon emploi », confessa-t-il, après s'être lourdement assis sur le canapé. L'entreprise est en restructuration. Ils ont supprimé tout mon département. Je l'observais attentivement. Ce n'était pas une stratégie pour gagner ma sympathie, le désespoir dans ses yeux était trop authentique pour être feint. « Que vas-tu faire ?» demandai-je simplement. « Je ne sais pas » admit-il, passant ses mains dans ses cheveux déjà clairsemés. « Le marché est terrible. J'ai des économies pour 3, peut-être 4 mois. Après ça, ce qui arriverait après ça resta en suspens. Hypothèque, école des enfants, mensualité de la voiture, tous les pièges de la vie confortable qu'il s'était construite. Isabelle est au courant ? Je n'ai pas encore eu le courage de lui dire, confessa-t-il. Elle a de grandes attentes concernant notre niveau de vie. J'acquiesçai, comprenant parfaitement le genre d'attente qu'Isabelle nourrissait. Une semaine plus tard, ce fut Caroline qui apparut avec des nouvelles troublantes. Philippe, son mari, avait demandé le divorce. Il dit qu'il ne me reconnaît plus, expliqua-t-elle entre les larmes. Que je suis devenue amère, obsédée par l'argent et le statut. Et a-t-il tort, demandai-je doucement. Elle me regarda, d'abord sur la défensive, puis avec une expression d'introspection douloureuse. Non, admit-elle finalement. Il n'a pas tort. Quelque chose était en train de changer. Ce n'était plus simplement des visites formelles remplissant un accord commercial. De vraies conversations avaient lieu. Des vulnérabilités étaient exposées. Des peurs partagées. C'est alors que je décidai de mettre en œuvre la phase suivante de mon plan. J'aimerais vous inviter à dîner, annonçai-je lors d'une visite. Exceptionnellement, Antoine et Caroline étaient présents en même temps. Vous, les petits-enfants, Isabelle, Philippe s'il est encore en communication avec la famille. Un dîner formel, comme nous le faisions autrefois. Ils échangèrent des regards surpris, puis acceptèrent. Caroline proposa même d'aider aux préparatifs, chose qu'elle n'aurait jamais faite 6 mois auparavant. Le dîner fut fixé pour un samedi soir. Marie-Claire m'aida à superviser chaque détail, la vaisselle ancienne de famille, les bougies, les fleurs, le menu préparé par un chef que j'avais spécialement engagé pour l'occasion. Je m'habillai avec soin une robe en soie bleu marine que je gardais pour les occasions spéciales, des bijoux discrets, le parfum que Maurice, mon défunt mari, disait toujours être sa fragrance préférée. Avec l'aide de la canne et de Marie-Claire, je me positionnai en bout de table pour recevoir mes invités. Antoine arriva en premier, seul. Isabelle présente ses excuses, expliqua-t-il, embarrassé. Elle dit qu'elle a une migraine. J'acquiesçai, sans montrer de surprise.
Isabelle n'avait jamais été douée pour les scènes familiales, surtout quand il n'y avait pas de gain matériel évident en jeu. Caroline vint avec ses enfants, mais sans Philippe. Les adolescents, qui semblaient initialement ennuyés de devoir dîner avec leur grand-mère, s'animèrent rapidement grâce aux histoires que je commençais à raconter sur Paris pendant ma jeunesse, sur la révolution étudiante dont j'avais été témoin, sur comment j'avais rencontré leur grand-père lors d'une manifestation. La nourriture était délicieuse, la conversation fluide, et par moments brefs, précieux moments il semblait que nous étions une famille normale partageant un repas. Pas parfaite, pas sans cicatrices, mais une famille. Ce fut après le dessert, quand les petits-enfants se retirèrent dans le salon pour consulter leur téléphone portable, que je fis mon annonce. « J'ai quelque chose pour vous, dis-je, faisant un geste vers Marie-Claire, qui apporta une boîte en bois sculptée qui avait appartenu à mon père. Antoine et Caroline observèrent avec expectative tandis que j'ouvrais la boîte et en retirais 2 enveloppes. « Celles-ci sont pour vous, expliquai-je, remettant une enveloppe à chacun. Vous pouvez les ouvrir maintenant. » Avec des doigts hésitants, ils ouvrirent les enveloppes. À l'intérieur de chacune, un ensemble de documents bancaires. « Je ne comprends pas, » murmura Caroline, examinant les papiers. « C'est un compte à mon nom, avec 50 000 €, complétai-je. Pour chacun de vous. » Antoine leva les yeux des documents, confus. « Mais, l'accord était d'1 an. Il reste encore 6 mois. » « L'accord a changé, répondis-je simplement. Je considère notre expérience comme conclue. »« Tu nous congédies ?» demanda Caroline, sa voix oscillant entre le choc et le soulagement. « Nous n'avons plus besoin de venir te voir ? » ?»« Avoir besoin, vous n'en avez jamais eu besoin, corrigeai-je doucement. C'était un choix. Ça l'a toujours été. » Antoine examina à nouveau les documents, comme s'il cherchait un piège. « Et le reste ? L'héritage complet ?» Je souris, reconnaissant la vieille cupidité qui ne les avait jamais complètement abandonnés. « Le reste n'importe plus, répondis-je. Ces 50 000 € sont un cadeau. Sans condition, sans attente. Ce que vous ferez à partir de maintenant visiter, ne pas visiter, aimer, ne pas aimer sera par choix personnel, pas par intérêt financier. » Il y eut un long silence pendant qu'il digérait mes paroles. Caroline fut la première à parler. « Alors c'est fini ? Tout cet argent, les appartements, la maison en Provence, tout est parti. » « Disons qu'il a trouvé une meilleure destination, répondis-je. Une destination où il sera valorisé non pas pour ce qu'il achète, mais pour ce qu'il construit. » Antoine posa son enveloppe sur la table, son expression illisible. « Pourquoi maintenant ? Pourquoi ne pas attendre les 6 mois restants ? » « Parce que j'ai vu assez, expliquai-je. J'ai vu qui vous êtes devenu. J'ai vu de petits aperçus de qui vous pourriez être. Et j'ai décidé que je ne veux pas passer mes dernières années à comptabiliser l'amour de mes enfants comme on enregistre des présences dans une salle de classe. » Le dîner se termina peu après. Caroline embrassa ma joue en partant, un geste qui semblait presque sincère. Antoine serra ma main, ses yeux évitant les miens. Quand tout le monde fut parti, Marie-Claire m'aida à retourner à mon fauteuil près de la fenêtre, d'où j'observais les lumières de Paris s'allumer contre le ciel nocturne. « Reviendront-ils ? » demanda-t-elle, me servant une dernière coupe de champagne. « Certains oui, répondis-je. D'autres non. Maintenant ce sera par choix, pas par obligation. » Ce qu'il ne savait pas, ce que personne ne savait, sauf Pierre, c'est que mon plan avait encore un dernier acte. Un acte qui changerait tout, une fois de plus. 1 mois passa après le dîner. Antoine apparut 2 fois, brièvement, comme quelqu'un qui remplit une obligation sociale envers une connaissance lointaine. Caroline vint plus fréquemment, amenant occasionnellement les petits-enfants. Isabelle ne remit plus jamais les pieds dans l'appartement. Les visites étaient polies, superficielles, et chargées d'un malaise que personne ne savait comment dissiper. C'est alors que le coup de téléphone arriva. « Madame Beaumont ?» La voix à l'autre bout de la ligne était formelle, professionnelle. « Ici l'hôpital Saint-Louis. Monsieur Pierre Lefebvre a été admis dans notre service d'urgence il y a quelques heures.
Il a spécifiquement demandé que nous vous contactions. Mon cœur se serra. Pierre, mon ami de décennies, mon confident, mon complice dans les derniers rebondissements de ma vie. Pierre, avec ses 75 ans et son sourire espiègle qui n'avait jamais vieilli. Quel est son état ? Demandai-je, tenant fermement le téléphone. Critique, madame. Une crise cardiaque sévère. Il est en soins intensifs. Marie-Claire m'emmena immédiatement à l'hôpital. En chemin, dans les embouteillages chaotiques de Paris, je priais pour la première fois depuis des années. Pas pour moi, pas pour mon plan, mais pour Pierre, l'homme qui était resté à mes côtés quand tous les autres m'avaient abandonné. À l'hôpital, je fus conduite directement aux soins intensifs. Pierre était connecté à des machines, des tubes sortant de son nez et de sa bouche, le bip constant des moniteurs marquant son existence fragile. Il est stabilisé, expliqua le médecin, mais les prochaines 48 heures seront critiques. Monsieur Lefebvre a subi des dommages significatifs au cœur. Je m'assis à côté du lit, tenant sa main froide entre les miennes. Les mains qui avaient rédigé tant de documents pour moi, qui avaient tenu les miennes dans les moments les plus difficiles. N'ose pas partir maintenant, vieux têtu, murmurai-je. Nous avons encore le dernier acte à exécuter. Ses yeux restèrent fermés, mais je sentis une légère pression de ses doigts contre les miens. Il pouvait m'entendre. Je restai à ses côtés pendant des heures, ne quittant l'hôpital que lorsque les infirmières insistèrent sur le fait que je devais me reposer. Je promis de revenir le lendemain matin. À la maison, après une nuit de sommeil agité, je trouvai Antoine qui attendait à la porte de mon appartement. J'ai appris pour Pierre, dit-il, sans préambule. Caroline m'a dit qu'il t'avait appelé hier. J'acquiesçai, l'invitant à entrer. Marie-Claire nous servit du café en silence avant de se retirer discrètement. Comment va-t-il ? Demanda Antoine, s'asseyant à la table de la cuisine, un endroit où je le voyais rarement depuis qu'il était enfant. Stable, mais critique, répondis-je. Les médecins sont prudemment optimistes. Antoine fit tourner sa tasse entre ses doigts, son regard perdu dans le liquide sombre. Il a toujours été bon pour notre famille, commenta-t-il. Je me souviens qu'il m'apportait des cadeaux quand j'étais petit, même s'il n'était pas notre parent. Pierre est plus famille que beaucoup de ceux qui partagent notre sang, répondis-je, sans dissimuler le double sens. Antoine leva les yeux, me regardant enfin directement. Tu l'aimes ? La question me prit par surprise. Je l'aime, répondis-je honnêtement. Pas de la façon que tu insinues, mais oui, j'aime Pierre comme on aime quelqu'un qui a toujours été là, dans les bons et les mauvais moments, sans jamais rien demander en retour. Un silence pesant tomba entre nous. Antoine semblait traiter quelque chose, luttant avec des pensées qu'il n'arrivait pas à exprimer. Je vais à l'hôpital aujourd'hui, dit-il finalement. Si tu as besoin d'être conduite. Merci, répondis-je, sincèrement surprise par l'offre. Marie-Claire m'emmènera plus tard. Il acquiesça, terminant son café avant de se lever. À la porte, il hésita. Maman, commença-t-il, utilisant le terme affectueux qui n'était pas sorti de ses lèvres depuis des mois, je sais que je ne mérite rien de toi. Je sais que nous nous sommes comportés comme des monstres. Mais s'il y a quoi que ce soit que je puisse faire pour Pierre, ou pour toi, en ce moment, s'il te plaît, demande. J'observais mon fils, mon premier-né, le garçon que j'avais autrefois porté dans mes bras, l'homme qui m'avait jeté comme un objet sans utilité, et je vis quelque chose que je n'attendais pas, de la vulnérabilité. Pas la vulnérabilité calculée pour gagner ma sympathie, mais l'exposition authentique de quelqu'un qui réalise, trop tard, l'ampleur de ses erreurs. Merci, Antoine, répondis-je simplement. Je m'en souviendrai. Dans les 3 jours qui suivirent, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Antoine apparut à l'hôpital tous les jours, s'offrant à rester avec Pierre pendant que je me reposais. Caroline apporta des fleurs et des livres, se souvenant que Pierre avait toujours été un lecteur avide. Même Isabelle envoya un arrangement floral très coûteux sans apparaître personnellement, bien sûr, mais c'était néanmoins un geste qui, quelques semaines auparavant, aurait été impensable. Le 4e jour,
quand les médecins permirent enfin que Pierre soit transféré dans une chambre normale, annonçant que le pire était passé, je trouvai Antoine dans la salle d'attente, endormi dans une position inconfortable, sa cravate desserrée et son visage marqué par la fatigue. Il a passé la nuit ici, m'informa l'infirmière. Il a refusé de partir même après la fin des heures de visite. Il a dit que c'était le minimum qu'il pouvait faire pour l'homme qui avait toujours pris soin de sa famille. Quelque chose bougea en moi, un sentiment que je croyais mort la nuit où j'avais entendu mes enfants planifier mes funérailles. Ce n'était pas le pardon, pas encore, mais peut-être le premier pas dans cette direction. Une semaine plus tard, Pierre sortit de l'hôpital. J'insistai pour qu'il vienne dans mon appartement pour se rétablir, et il accepta après quelques résistances. Marie-Claire, efficace comme toujours, prépara la chambre d'amis et organisa un régime de soins sous la supervision rigoureuse des médecins. Ce fut lors d'un après-midi tranquille, alors que Pierre et moi jouions aux échecs sur la terrasse ensoleillée, qu'il aborda finalement le sujet qui planait entre nous. « Marguerite, commença-t-il, déplaçant son fou avec précaution, mon incident a-t-il changé quelque chose dans vos plans ?» J'observai l'échiquier, réfléchissant non seulement à mon prochain mouvement dans le jeu, mais aussi dans la vie. Peut-être, admis-je finalement. Je vois des choses que je ne m'attendais pas à voir. Comme quoi, pressa-t-il gentiment. Comme Antoine dormant sur une chaise inconfortable toute une nuit pour veiller sur toi. Comme Caroline apportant tes livres préférés, se souvenant de détails te concernant dont je ne savais même pas qu'elle les avait remarqués. Pierre sourit, ce sourire rusé qui me rappelait toujours pourquoi je lui faisais confiance avec ma vie et avec mon testament. Les gens peuvent surprendre, commenta-t-il. Même après des décennies, ils peuvent révéler des facettes que nous n'avions jamais imaginées exister. Ou ils peuvent simplement faire semblant, espérant que je change d'avis concernant l'héritage, contrai-je, pas encore totalement convaincu. Possible, acquiesça Pierre. Mais quel intérêt aurait-il à feindre de l'inquiétude pour moi ? Pour autant qu'il sache, il n'y a plus d'héritage significatif à disputer. Je fis mon mouvement sur l'échiquier, capturant un de ses pions. Échec, annonçai-je. Impressionnant, commenta-t-il, étudiant sa position précaire. Mais le jeu n'est pas encore terminé. Ni le nôtre, pensai-je. Dans les semaines qui suivirent, tandis que Pierre récupérait et que je poursuivais ma propre rééducation, quelque chose changea dans la dynamique familiale. Les visites d'Antoine et Caroline devinrent plus fréquentes, mais aussi plus naturelles. Il n'y avait plus la rigidité de ceux qui remplissent une obligation, ni l'avidité mal dissimulée de ceux qui attendent une récompense. Un jour, Antoine amena sa plus jeune fille, Élise, âgée de seulement 8 ans, la petite fille que je connaissais à peine en raison de l'éloignement des dernières années. « Grand-mère » demanda-t-elle tandis que nous dessinions ensemble à la table de la cuisine, « pourquoi toi et papa êtes-vous restés si longtemps sans vous voir ? Il était en voyage ?» La question innocente resta suspendue dans l'air comme une bulle de savon, fragile et transparente. Antoine, qui rangeait quelques livres sur l'étagère proche, se figea. « Parfois, répondis-je soigneusement, les adultes se perdent dans leurs propres problèmes et oublient ce qui est vraiment important. Ton père et moi nous sommes perdus pendant un temps, mais maintenant nous nous retrouvons. » Élise acquiesça, satisfaite de l'explication, et retourna à son dessin, une maison colorée avec 4 figures souriantes devant. « C'est toi, papa, maman et moi, » expliqua-t-elle. « Dans ta nouvelle maison. »« Nouvelle maison ?» demandai-je, intrigué. Antoine s'approcha, visiblement mal à l'aise. « Isabelle et moi nous sommes séparés, » expliqua-t-il à voix basse. « Je cherche un appartement. Plus modeste, bien sûr, vu les circonstances. » Les circonstances. L'emploi perdu. L'argent qui s'épuisait. Le mariage basé sur des attentes matérielles qui s'étaient effondrées quand celles-ci n'avaient plus été satisfaites. Il y a un appartement disponible au 3e étage de cet immeuble, commentai-je avec désinvolture. Petit, mais bien situé. Le loyer est raisonnable. Ses yeux rencontrèrent les miens, pleins de surprise et de quelque chose d'autre, de l'espoir, peut-être. Cela ne te dérangerait pas de m'avoir si près ? Je pense que ce serait bon pour Élise d'avoir sa grand-mère à proximité, répondis-je,
détournant la question. Et peut-être pour la grand-mère aussi. 2 semaines plus tard, Antoine et Élise emménagèrent dans l'appartement du 3e étage. Je n'offris pas d'aide financière, ce chemin était fermé, mais j'offris quelque chose que j'avais refusé depuis longtemps, ma présence. Caroline traversait également des changements. Après le divorce, elle s'inscrivit à un cours d'art, une passion qu'elle avait abandonnée dans sa jeunesse sous la pression des parents pour suivre une carrière plus lucrative. Un après-midi, timidement, elle apporta quelques-uns de ses dessins pour me les montrer. Ils sont magnifiques, commentai-je honnêtement, admirant son talent redécouvert. Tu as toujours eu un regard spécial pour les détails. Tu te souviens quand tu m'as acheté mon premier ensemble d'aquarelles, demanda-t-elle, les yeux brillants au souvenir. J'avais quoi, 12 ans? Tu as dit que j'avais des mains d'artiste. Et c'était vrai, confirmai-je. C'est toujours vrai. Ce fut à ce moment, en voyant ma fille se reconnecter avec une partie d'elle-même qu'elle avait étouffée depuis si longtemps, que je pris ma décision finale. Pierre, appelai-je ce soir-là, après que tout le monde soit parti, je pense qu'il est temps pour le dernier acte. Il sourit, ce sourire que je connaissais si bien. Vous êtes sûre, Marguerite? Vous n'êtes pas obligée de changer quoi que ce soit. Je ne change pas par obligation, expliquai-je. Je change parce que j'ai moi-même changé. La semaine suivante, je convoquai une réunion formelle. Antoine, Caroline, leurs enfants, et même Isabelle qui apparut par curiosité, imaginez-je se rassemblèrent dans le salon de mon appartement un dimanche après-midi. Pierre, suffisamment rétabli pour reprendre ses fonctions professionnelles, apporta un dossier de documents. Son visage était sérieux, comme il convenait à l'occasion. Je vous remercie tous de votre présence, commençai-je, m'asseyant dans le fauteuil qui était devenu mon trône informel. J'ai convoqué cette réunion pour clarifier certaines questions qui sont restées en suspens. Antoine et Caroline échangèrent des regards inquiets. Isabelle examina discrètement ses ongles, feignant le désintérêt. Comme vous le savez tous, après mon AVC, j'ai pris connaissance des plans que vous aviez pour moi et mes biens, continuai-je, sans détour. En réponse, j'ai pris des mesures pour protéger mon patrimoine et, je l'admets, pour vous punir de votre trahison. Personne ne protesta. Il n'y avait aucun moyen de nier ce que j'avais entendu de mes propres oreilles. J'ai vendu la majorité de mes biens immobiliers et redirigé une grande partie de mes investissements vers une fondation qui aide les personnes âgées abandonnées par leur famille, expliquai-je, répétant des informations qu'ils connaissaient déjà. J'ai donné à chacun de vous, Antoine et Caroline, une somme que j'ai jugée équitable, sans condition ni attente. Ils acquiescèrent en silence, s'imaginant probablement pourquoi je repassais des faits déjà connus. Ce que vous ne savez pas, continuai-je, c'est que j'ai gardé un dernier actif en secret. La maison en Provence. Les yeux de tous s'écarquillèrent. La maison en Provence, la propriété la plus précieuse et sentimentale de la famille, où nous avions passé tant d'été, où Maurice et moi étions tombés amoureux, où mes enfants avaient fait leur premier pas. La maison que vous prévoyez de transformer en hôtel-boutique dès que je partirai, ajoutai-je, observant la gêne sur leur visage alors qu'ils se rappelaient leurs propres paroles cruelles. Pierre, appelai-je, veuillez distribuer les documents. Mon avocat et ami se leva, remettant à chacun des présents un mince dossier. À l'intérieur, un unique document juridique. Ceci est mon testament final, expliquai-je tandis qu'ils examinaient les papiers. Irrévocable et inaltérable. Antoine fut le premier à comprendre, ses yeux parcourant rapidement le texte juridique. La Fondation Laurent pour les personnes âgées abandonnées? Tu as créé une fondation avec notre nom de famille? Oui, confirmai-je. Une fondation dédiée à offrir dignité, soins et compagnie aux personnes âgées abandonnées par leur famille. La maison en Provence en sera le siège, transformée en résidence pour ceux qui n'ont plus nulle part où aller. Caroline porta ses mains à sa bouche, les yeux humides. Et nous? Vous, continuai-je, serez les administrateurs de la fondation après ma mort. Pas propriétaires, mais gardiens. Antoine avec son expérience en gestion financière, Caroline avec sa sensibilité artistique pour rendre l'espace accueillant.
Les fonds sont garantis pour maintenir l'opération pendant au moins 20 ans. Après cela, ce sera à vous de recueillir du soutien pour continuer le travail. Le silence qui tomba sur la pièce était dense, chargé d'émotions contradictoires. Ce n'était pas ce qu'ils attendaient, ni une déshéritance complète, ni un pardon financier inconditionnel. « Pourquoi ?» demanda finalement Antoine, sa voix rauque d'émotions contenues. « Pourquoi nous confier cela, après tout ?» Je regardais mes enfants non pas comme les monstres avides qui avaient planifié ma mort, ni comme les anges innocents qu'ils n'avaient jamais été, mais comme des êtres humains complexes, imparfaits, capables autant de cruauté que de rédemption. « Parce que je crois que les gens peuvent changer, répondis-je simplement. Pas pour l'argent, pas par avidité, mais pour quelque chose de plus profond. Parce que j'ai vu des aperçus de ce changement ces dernières semaines. Et parce que, au final, vous êtes mes enfants, et je choisis de croire qu'il y a encore quelque chose de bon en vous qui mérite d'être sauvé. » Isabelle se leva brusquement, laissant son dossier intact sur la table. « C'est ridicule, déclara-t-elle, se dirigeant vers la porte. Une complète perte de temps. Personne ne l'empêcha de sortir. Son rôle dans cette histoire s'était terminé il y a longtemps. Je n'attends pas de réponse immédiate, continuai-je, me tournant vers Antoine et Caroline. Prenez votre temps pour réfléchir. La fondation existe déjà, avec ou sans vous. Mais je crois que ce serait plus significatif, pour vous et pour moi, si vous y participiez. Les larmes coulaient maintenant librement sur le visage de Caroline. Antoine restait maître de lui, mais l'émotion était visible dans ses yeux, dans le léger tremblement de ses mains. Maintenant, conclus-je, je crois que Marie-Claire a préparé une collation pour les enfants dans la cuisine. Pourquoi n'allons-nous pas tous manger quelque chose pendant que nous digérons ces informations ? La vie continua. Antoine et Élise s'installèrent dans l'appartement du 3e étage. Il trouva un nouvel emploi, moins prestigieux mais plus aligné avec ses valeurs nouvellement découvertes. Caroline s'immergea dans ses études d'art, utilisant sa douleur et son repentir comme carburant pour des créations étonnamment touchantes. Quant à moi, Marguerite Laurent, la septuagénaire de 71 ans que ses enfants avaient prévu d'enterrer prématurément. Je continue ma récupération, jour après jour. Le côté gauche de mon corps ne redeviendra jamais ce qu'il était, mais j'ai appris à valoriser ce que j'ai, pas ce que j'ai perdu. 6 mois après la lecture du testament, je reçus Antoine et Caroline pour un café sur ma terrasse. L'automne commençait à peindre les arbres de Paris avec des teintes dorées, une dernière explosion de couleurs avant l'hiver. Nous avons décidé d'accepter, annonça Antoine sans préambule. Nous voulons administrer la fondation. Ensemble, ajouta Caroline. Nous travaillons déjà sur des plans pour faire de la maison en Provence non seulement une résidence, mais un centre culturel où les personnes âgées pourront partager leurs histoires et compétences avec la communauté. Je souris, ressentant une paix que je n'avais pas éprouvée depuis longtemps. Je suis heureuse de l'entendre. Nous ne faisons pas cela pour l'héritage, assura Antoine. Ou pour la rédemption. Mais parce que, pour la première fois depuis longtemps, nous sentons que nous faisons quelque chose qui compte. Quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Et parce que, compléta Caroline, tenant ma main, nous voulons honorer tout ce que tu nous as enseigné avant que nous n'oublions qui nous étions. Nous voulons être les enfants que tu mérites, non pour ce que tu peux nous donner, mais pour ce que tu as toujours été pour nous. Cet après-midi-là, alors que le soleil se couchait sur Paris, je pensais au voyage extraordinaire que j'avais parcouru. Du désespoir d'entendre mes propres enfants planifier mes funérailles à l'espoir de les voir redécouvrir leur but. De la colère qui avait alimenté ma récupération au pardon qui, j'avais découvert, était aussi nécessaire pour moi que pour eux. Certains diraient que j'ai été trop dure. D'autres, que j'ai été trop généreuse. La vérité, comme toujours, se trouve quelque part au milieu. J'ai fait ce que je considérais comme juste pas seulement pour punir une trahison, mais pour offrir une chance de rédemption. Pas une rédemption financière, mais morale. Pas une récompense, mais un but. Elle dérange, avait dit ma belle-fille cette terrible nuit qui semblait maintenant si lointaine. Oui, j'ai dérangé pas seulement le solde de son compte,
mais les fondations d'une famille construite sur des valeurs erronées. J'ai dérangé suffisamment pour provoquer une rupture, et de cette rupture, peut-être, quelque chose de meilleur pourrait fleurir. Je ne sais pas combien de temps il me reste dans ce monde. L'AVC a été un rappel cruel de la fragilité de la vie. Mais je sais que, quand mon heure viendra naturellement, sans la hâte anxieuse d'héritiers avides, je partirai avec la certitude que mon héritage ne se mesurera pas en euros, mais en vies transformées. À commencer par celle de mes propres enfants. Et cela, j'ai découvert, vaut beaucoup plus que n'importe quel héritage. C'est mon histoire, mais je sais que beaucoup d'entre vous ont leur propre version. Combien d'entre nous, ayant plus de 60 ans, ont déjà ressenti la douleur de l'ingratitude? Combien ont entendu des chuchotements sur « combien de temps ça va encore durer ?» Partagez votre expérience dans les commentaires, vous n'êtes pas seul dans ce parcours. Et pour ne pas manquer d'autres histoires qui donnent une voix à notre génération, abonnez-vous à la chaîne maintenant. Chaque abonnement est une déclaration, nous ne sommes pas invisibles, nous ne sommes pas jetables, et notre histoire n'est pas encore terminée.